And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour à tous, nous sommes le 21 août, oui, ce sera diffusé dimanche. Il y a Philippe, Yves et Michel, et on attend Ti d'ailleurs, qui va venir, je pense. Philippe revient d'Ukraine, Michel revient de France, et Yves est toujours en Serbie. Bien, on va commencer par l'Ukraine, parce que quand même, ce qui se passe est quand même assez incroyable. On va commencer comme ça. Ми повинні говорити і про корупцію. Не тому, що це популярне слово, а тому, що під час війни корупція набуває зовсім іншого значення. Lui, c'est Mikhailo Fedorov, l'ancien ministre de la Défense de l'Ukraine. Limogé en juillet après 6 mois seulement au ministère, il dénonce désormais une crise systémique de gouvernance et réclame de nouvelles élections malgré la guerre. Cette sortie intervient au pire moment pour Zelensky. Ce mercredi 19 août, les agences anticorruption ukrainiennes ont annoncé avoir démantelé un réseau soupçonné d'avoir blanchi jusqu'à 3 millions d'euros à travers une banque publique. L'objectif était de payer la caution d'Herman Alushchenko, l'ancien ministre de l'énergie. Parmi les autres suspects, Irina Mudra, chef adjointe du bureau du président, chargée des questions juridiques. Zelensky l'a limogée par décret dans la journée et son avocat a depuis confirmé qu'elle avait reçu une notification de soupçon. Le 11 mai dernier, Andriy Yermak, ancien chef de l'administration présidentielle et longtemps considéré comme le deuxième homme le plus puissant du pays, avait lui aussi reçu une notification de soupçon pour blanchiment. Les enquêteurs lui reprochent d'avoir participé à un système ayant blanchi plus de 10 millions de dollars via un projet immobilier de luxe près de Kiev. Et cette affaire elle-même est liée à une affaire beaucoup plus importante, l'opération Midas. Les enquêteurs soupçonnent un système de rétrocommission autour d'Energoatom, l'entreprise publique du nucléaire. Des entreprises auraient en effet été contraintes de reverser 10 à 15% de la valeur de leur contrat. Au centre du dispositif, selon les enquêteurs, Timur Mindik, homme d'affaires et ancien associé de Zelensky, qui a quitté l'Ukraine à la veille des perquisitions et qui fait depuis l'objet d'un avis de recherche. Une partie de l'argent du projet immobilier lié à Yermak proviendrait de ces circuits. Ces scandales s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus ancienne. Après l'indépendance de 1991, les privatisations, la faiblesse des institutions et l'influence des oligarques ont installé durablement la corruption au cœur du système ukrainien. La révolution de Maïdan en 2014 a marqué un tournant. Sous la pression de la société civile et des partenaires occidentaux, l'Ukraine s'est dotée d'institutions spécialisées. Le NABU pour enquêter sur la grande corruption, un parquet anticorruption et une haute cour anticorruption. Mais leur indépendance reste fragile. En juillet 2025, une loi soutenue par Zelensky avait placé le NABU et les parquets spécialisés sous la tutelle du procureur général. Face à la contestation et aux critiques européennes, Zelensky avait reculé. Et c'est là tout le paradoxe ukrainien. Si autant de scandales apparaissent aujourd'hui, c'est aussi parce que ces institutions sont désormais capables d'enquêter jusqu'au sommet de l'État. Le CDE considère d'ailleurs que l'Ukraine a considérablement renforcé son cadre anticorruption. La Banque mondiale, l'Union européenne, l'ONU et Kiev évaluent à presque 600 milliards de dollars les besoins de reconstruction de l'Ukraine sur la prochaine décennie. Des sommes gigantesques vont donc passer par des marchés publics, parfois dans des régions aux institutions fragilisées par la guerre. Le défi de l'Ukraine va donc être de prouver que ces institutions anticorruption sont assez solides pour résister et à la guerre et aux centaines de milliards de la reconstruction. Alors, il ne faut pas oublier que le NABU est lié au FBI, quand même. Philippe, tu reviens d'Ukraine. Quelle est l'ambiance là-bas? L'ambiance un peu tendue parce que j'étais en banlieue de Kiev et d'un point de vue militaire, on va dire que tous les ronds-points, tous les carrefours, il y a un bunker. Il y a des bunkers qui sont installés, armés. Donc on sent quand même une certaine tension, une certaine crainte. De plus, moi j'ai vécu pour la première fois de ma vie les bombardements. Et j'ai pas entendu du tout de défense antiaérienne, quoi. Ah oui. J'entendais les bombes tomber, exploser, mais j'entendais aucune défense aérienne. Et tu as assisté à des bombardements? Oui, en pleine nuit, un gros boom, ça devait être un Oreshnik, parce que vu le bruit que ça fait, et puis le cratère que j'ai vu le lendemain, ça devait être un Oreshnik, et puis 1 heure après, ça devait être
mais s'il a sous-munition, puisqu'il y a eu plusieurs explosions qui sont arrivées simultanément. Mhm. Voilà. C'était où? Dans quel endroit en Ukraine? Ah, moi, j'étais à Irpin. Irpin, c'est en banlieue, c'est à côté de Boutcha et l'autre bled, Ouais. ouais, c'est à côté de Boutcha, quoi. C'est en banlieue. Banlieue ouest de Kiev. Et tu as rencontré des gens à Boutcha? Oui, habitants d'ailleurs, puisque les amis de la personne à qui j'étais sont de Boutcha Oui, et ont vécu 2022, lorsque les Russes sont rentrés avec les blindés. d'accord. Et qu'est-ce qu'ils te disent de ça? Bah, ils me disent que c'était l'horreur, quoi. Mhm. Voilà. Et j'ai vu les destructions qui sont encore restées. Les habitations démolies, bah, j'ai vu les destructions, quoi. Mais sinon, il y a eu beaucoup de reconstruction en fait, et la France a beaucoup participé, participe beaucoup à la reconstruction et finance. Hmm. Parce qu'à Boutcha, vous avez l'aéroport qui n'est pas loin, Oui, l'aéroport de Kiev qui n'est pas loin. Bon, l'aéroport n'est pas accessible, évidemment, et vous avez un village totalement neuf, complètement neuf, pour les officiers et sous-officiers de l'armée. Et ils construisent à côté des immeubles complets pour les habitants et l'armée. Voilà. et Et tout financé. le moral des Ukrainiens, comment il est? Ah, le moral, on va dire, mitigé, mais bon, ils continuent à vivre normalement. Mhm. Hein, les jeunes, le soir, comme c'est l'été, les vacances, les jeunes sortent le soir, ils se promènent le soir, même moi, je me suis promené le soir. Euh, j'ai pas senti de crainte ou de tension, de peur quelconque, hein. Non. Et est-ce qu'on t'a parlé des enrôlements de force? Oui, on en a parlé, puis j'ai vu les groupes qui ont fait, mais moi, j'ai pas vu cette fois-ci non plus de rafle dans la rue, hein, j'ai pas vu. Mais par contre, j'ai vu leur véhicule passer avec les bonhommes dedans. Ah oui, Voilà. d'accord, oui. Ce sont les volontaires. Oui, mais à propos des volontaires, les volontaires vont aller à Kiev bientôt, figurez-vous. Je viens de voir ça dans la presse Point de vue, ukrainienne. point de vue militaire, il y avait quand même des militaires qui étaient en permission, que j'ai vu en permission. Il y avait quand même des relevés, des relèves, hein, la relève. D'accord. Hmm. Et alors, ce problème de Fedorov, est-ce qu'on t'en a parlé? Non, ils n'ont pas voulu me parler politique. Ah, d'accord. Parce ils savaient un petit peu mes tendances russes. Donc. Parce Et- que si vous voulez, le premier pas que j'ai fait là-bas en famille, il y avait une copine qui est arrivée, et la première chose qu'elle a dit, on parle ukrainien. Et c'est là-bas Ukraine. Je dis, bon, moi j'arrive en face, je vois, puis femme très caractère assez dur. Et puis après quelques verres de vodka, bah, tout le monde parlait russe. Et je lui ai fait signaler, je lui ai dit, tiens, c'est bizarre. Voilà. Mais Et, ces relations-là sont des relations familiales? Non, c'est une amie que j'accompagnais, une amie ukrainienne qui est allée en Ukraine pour faire valoir ses droits à la retraite Ouais. et pour finaliser un divorce qu'elle a avec un Ukrainien qui vit en Russie d'ailleurs. Et donc, il fallait qu'elle prenne un avocat là-bas. Et elle veut épouser un Français? Là, pour l'instant, elle ne sait pas trop, hein, elle a 63 ans. Elle a combien? 63. Ah oui, oui. ah oui, bon, oui, oui, ouais, bon, Pourquoi pas? oui. Ah, bah, bien sûr, bien Oui, sûr. pourquoi pas? Elle a beaucoup de charme encore, hein. Oui. Et alors, on parle de la corruption là-bas en Ukraine ou pas? Bien sûr, mais puis je l'ai vu. C'est de la corruption à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. Dès qu'une personne a un pouvoir, un petit pouvoir, quel que soit le pouvoir qu'il a, il y a la corruption. Puisque quand elle est allée faire valoir ses droits à la retraite, elle a porté son dossier à un bureau administratif de la ville. Oui. Et là, il y avait l'enveloppe qui était attribuée à la personne qui réceptionnait les documents, Mhm. avec de l'argent dedans. Et puis, le lendemain, elle m'a dit, il faut qu'on y retourne. Elle m'a envoyé un message comme quoi il n'y avait pas assez. Donc, elle a été obligée de rallonger un peu plus. Ensuite, l'avocat pour faire le divorce, même chose.
Alors, elle est tombée sur un avocat qui demandait beaucoup, parce que comme vous voyez qu'elle habitait en Europe, elle se dit, bon, ben, elle va avoir beaucoup d'argent, on va lui demander beaucoup. Ah ouais. Du coup, elle a changé dans un qui était moins gourmand. Voilà. Et alors, est-ce que les gens sont contre la corruption ou alors est-ce qu'il y a des Ils gens en, qui en ils en aura vivent. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils en vivent, ils s'en sont satisfaits. ouais, L'ami qui nous a reçus, elle a construit sa maison comme ça. La famille de l'ami à qui j'étais, c'est là pareil. Ils ont une belle maison, belle voiture, tout ça. Je veux dire, ils ont construit, ils ont vécu, leur vie est construite avec ça. Et toutes les belles voitures qu'on voit dans les rues là-bas, c'est pas avec les salaires qu'ils ont qu'ils peuvent se les payer. C'est uniquement avec la corruption. C'est Mhm. uniquement avec ça. Parce que les voitures à 100 000 balles, j'en ai vu. Ah oui, Alors qu'on sait que le salaire moyen là-bas, c'est 360 euros maxi. C'est celle qu'on voit sur la Côte d'Azur, hein. Oui, ouais, mais il y en a aussi là-bas. J'en ai vu là-bas, hein. J'ai vu la Jaguar, j'ai vu des voitures, des belles voitures, hein. Porsche. Et tout ça, bon, bah, on sait que c'est avec la corruption que ça s'achète. Et il n'y a personne qui dit quoi que ce soit parce que tout le monde en vit. Beaucoup de voitures allemandes, hein, comme les Albanais. Les Albanais n'achètent que des voitures allemandes. Ah bah là, il y avait quand même la voiture japonaise, hein. Il y avait Toyota, Oui, Honda. et alors est-ce qu'il y avait des voitures électriques? Oui, j'ai vu de la Tesla, oui. Ah ouais, ouais, Des belles Tesla, c'est incroyable ça, et des incroyable, bornes électriques aussi. ouais, ouais, très étonnant. Et les gens qui nous emmenaient, c'était en voiture hybride Honda. D'accord. Et est-ce qu'ils en ont marre de la guerre ou pas? Ou alors est-ce qu'ils veulent Oui, continuer? oui. Oui, la guerre, ils commencent à en avoir marre parce que bon, bah, ça commence à s'éterniser. Puis il y a beaucoup de destruction quand même, hein. Moi, j'ai vu beaucoup de destruction autour de Kiev, hein, dans l'endroit où j'étais. Ah oui, 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 même dans Kiev. Parce que là, il y a quelque temps, il y avait des militaires de l'OTAN qui ont été tués dans Kiev. mhm, Et ils m'ont montré le quartier qui a été complètement détruit. C'est-à-dire que pour atteindre ces officiers-là, tout le quartier a été rasé. d'accord. Avec des officiers de l'OTAN de quelle nationalité? Philippe? Ah, des habitations civiles, hein. Il a Philippe, de quelle nationalité les officiers de l'OTAN? Ah, ah, ah. Ça y est, c'est revenu. Ça, c'est la censure, hein. Pardon, j'ai pas entendu, j'étais figé. De quelle nationalité les officiers de l'OTAN? Euh, Ça, je m'en souviens plus. Il y a plusieurs. Il y a un mois et demi, 2 mois, il y avait eu ces explosions-là, ces attaques-là. Et je sais que il y a eu plusieurs officiers de l'OTAN qui avaient été abattus dans ce bombardement-là. Et d'ailleurs, l'endroit où ils ont été tués, l'hôtel, il y a un gros trou, quoi, maintenant, hein. Mais tout ce qui est autour a été soufflé aussi. D'accord. Voilà. Et c'était des gens de quelle nationalité? Mais il ne sait pas. Hein? Non, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, parce que ça remonte à un mois et demi, 2 mois. Oui, mais ça fait rien. Oui, oui. Mais il devait y avoir des Allemands, il y avait peut-être des Français, des Anglais, ça, les Anglais, c'est sûr, les Américains, sûrement. Ouais. Et tu crois qu'il y a beaucoup de pertes en Ukraine, Philippe? Ah, je pense oui. Parce que Oui, allô? moi, ce qui m'a. On est allé rendre visite qui est originaire d'un petit village à l'ouest de Kiev, et Oui. pas loin de la frontière avec la Biélorussie. Donc, on est passé à travers de villages de plus ou moins de grande importance, mais dans chaque petite commune, chaque village, au niveau de la mairie, on voit les photos des défunts, des hommes qui ont été tués au combat, avec leurs photos, leur date de naissance et la date de décès. Et ça m'a fait penser à tous nos monuments aux morts qu'on a en France de la guerre de 14. Ah oui. Et je me suis dit, nous, ça fait beaucoup, beaucoup de monde décédé, mais alors là, ça va être quand même conséquent aussi. Parce que même dans les petits villages, c'était pas deux ou trois noms, c'était 6, 7, 8, 10 noms. Et quand on sait que l'Ukraine, il y a quand même pas mal de petits villages, ça représente beaucoup de monde, hein. Voilà. Mais alors, la corruption est partout, c'est-à-dire que la corruption, elle est de tous les côtés. Fedorov doit être aussi corrompu Ah oui, contre ça, extincteur. je pense aussi, hein. Une fois qu'ils ont touché la corruption, les gens, à mon avis, pour s'arrêter de ça, ça va être un peu plus compliqué, hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et Et alors, pour le Naboo, ça doit être facile à enquêter parce que s'il demande des justificatifs comment vous avez acheté votre Rolls, non, mais il ne s'intéresse qu'aux têtes, je peut-être. pense, oui. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait le plus possible de corrompus, de façon à ce que tout le monde euh, réponde à la question. Mais est-ce qu'on trouve une pénurie? Est-ce qu'il y a une pénurie de produits alimentaires? Pas du tout. Non. Pas du tout. Hmm. Les boucheries, elles étaient pleines, hein, les supermarchés étaient pleins, manquait de rien. Et il n'y avait pas la queue aux stations essence. D'accord. Alors, sûrement que ça touche plus côté où il y a les combats. Oui. Du côté de Kiev, non. Oui, apparemment, moi j'ai vu qu'il y a des soldats ukrainiens qui étaient obligés qui crevaient de faim, qui étaient obligés de boire leur urine, etc., etc. Enfin, bon, ça, c'était près de Zaporizhzhia, je crois. Ah bah, je sais qu'ils essayent d'envoyer des colis à leurs soldats là-bas, les familles, hein, mais Et est-ce qu'on t'a parlé justement du front? Non? non. Ah ouais, Des choses qu'ils veulent pas parler. Parce que je pense qu'ils s'inquiètent. Ils se doutent qu'il y a des choses qui sont pas claires. oui. Oui, et puis, alors moi j'avais lu dans le Kiev Post, je crois, c'était un témoignage d'un soldat qui revenait du front et qui donc revenait à l'arrière au bout de je ne sais combien de mois de front. Et il disait, on peut plus s'entendre avec ces gens. Alors bon, il y avait le stress post-traumatique, etc., etc., mais quand J'ai même, vu ça. quand même, ouais, il y a- là, il avait écrit un billet dans le Kiev Post, ou le Kiev Indépendant, le Kiev Post, je ne me rappelle plus, qui était assez incroyable là-dessus. On peut plus s'entendre avec ces gens qui sont derrière, qui boivent des cafés, qui boivent des cafés sur les places, etc., etc. Qui vont dans les dancing. Oui, oui, oui. On ne Oui, peut ben, plus s'entendre avec ça, ces gens-là. pour moi, ça fait la même chose. C'est la même chose de ce qui s'est passé en 2014 que 2022. Oui, C'est-à-dire que les Ukrainiens du reste du pays s'intéressaient pas à ce qui se passait dans le Donbass. mm, c'est ça. Ils vivaient leur vie normalement. Maintenant qu'ils sont touchés plus en profondeur, bon, ben, là, ils sont un peu plus concernés, mais la réaction reste la même, c'est-à-dire qu'ils essayent de vivre leur vie normalement et pas s'occuper de ce qui se passe là-bas, à moins qu'ils aient un fils ou une fille qui est sur le terrain. La chose que j'ai vue, moi, c'est que j'ai vu pas mal de gens avec des prothèses, hein, de jambes, de bras, en chaise roulante, j'en ai vu, des anciens combattants qui ont combattu. Oui, oui. Et une chose qui m'a assez surpris avant de partir, à Irpine, on va dans un centre commercial et j'avais besoin d'aller aux toilettes, donc il y avait une salle d'attente avec des chaises. Donc j'attends, et qu'est-ce que je vois? Deux bazookas américains prêts à l'emploi. Oui. Des bazookas, tu veux dire comment on appelle ça? Pour leurs bazookas anti-blindés. Oui, oui. J'ai pris photo d'ailleurs, je t'enverrai. Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça fait là? Et là, ils m'ont expliqué, bah, c'est en cas d'attaque, il y a des militaires qui sont au-dessus, et en cas d'attaque, ils ont des munitions là, quoi. Mhm. Alors on va aux toilettes, et en même temps, on est à côté de. Oui, c'est-à-dire que, oui. Bon. C'est presque du libre service, quoi. J'étais là, j'ai dit, mais c'est du libre service, ça, je pourrais partir avec. Des Est-ce que lance-roquettes. ça n'expliquerait pas pourquoi certaines frappes russes tombent dans des zones civiles, si jamais il y a des munitions et des armes Les dans des zones militaires. civiles? C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'ils mettent des bazookas américains, en plus, c'était les matériels américains. Et là, puis je vois des soldats en uniforme qui descendent des escaliers, il y a un truc qui cloche. Les bazookas, en fait, c'est des javelots, non? Non, des lance, Eh, c'est des tubes verts, là. Ah oui, c'est un tube En à l'épaule. lance-roquettes. Ouais, Lance-roquette, ouais. Oui, ouais. C'est oui. pas un RPV. C'est pas un RPV ou avec la truc, là. C'est une goupille qui Mhm. s'enlève sur le dessus. Ah ouais. Et hop, l'épaule et ça Ils le part. mettent sur l'épaule et ça part. Hmm. Voilà. Et, et alors,
ta copine, etc. Vous êtes, elle est rentrée en France? Oui, elle est rentrée en France. Là, elle est repartie au Portugal parce qu'elle vit au Portugal. Ah, Alors, le retour, ça a été quelque chose. vous êtes passé par De, où? de Kiev en autocar. Oui. De Kiev, on est parti à Lille. Mhm. Ouais, on est parti à 23h30, 23h35 de Kiev. On est arrivé à 6h et des poussières à Lille. Mhm. Changement d'autocar. Wow. Ouais. Et là, il y avait un bazar. Même le personnel qui s'occupe du transit des autocars était perdu. Ah oui. Et pour trouver notre autocar, on avait 2 heures de battement, heureusement, parce que sinon, ça aurait été compliqué s'il avait fallu aller rapidement. Et ensuite, l'autocar qu'on a pris, il nous a fait prendre un chemin de fou parce que on est parti en Pologne, mais pas par la première frontière, mais la deuxième, qui mène à Varsovie. On est allé à Tirblin, quelque chose comme ça, c'est une ville qui est en dessous de Varsovie. Et ensuite, on est parti sur Cracovie. Mhm. Et là, le voyage a été très, 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 très long. Il faisait très chaud, pratiquement pas de clim dans l'autocar Mhm. et pas beaucoup d'arrêts non plus pour se ravitailler et faire ses besoins, on va dire. Donc c'était assez périlleux le retour. C'est-à-dire que je suis parti le vendredi soir, je suis arrivé chez moi le lundi après-midi. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai fait un week-end à Cracovie, c'était sympa. C'est Et la partie voyage la plus sympa. l'ambiance à Cracovie? Ah bah là, c'était festif, puisque là, il y avait la fête des raviolis, des ravioles polonaises. Oui. Donc, il y avait des animations, des concerts, des stands. Il y avait, c'était vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Je crois que c'est Ti qui nous parlait d'une réaction polonaise par rapport aux Ukrainiens. Oui. Ah oui, alors j'ai vu une jeune fille avec une jeune étudiante avec un sac US à son épaule, où il y avait un drapeau ukrainien qui était barré avec Pologne. Et plus, qu'est-ce qu'il y a ouais, voilà, c'est ça. Ça, plus le drapeau palestinien, voilà. Mais non, tout ça mélangé. Alors, Mais c'est vrai que les Polonais commencent à en avoir ras-le-bol des Ukrainiens. ouais, Ouais. pour des raisons qui me paraissent un peu évidentes avec les déclarations de Zelensky. Enfin, bon. Bon, ben, on va voir, on va creuser un peu ce malaise ukrainien. Voilà, nous sommes à Kramatorsk. L'une des deux villes qui ne vont pas tarder à tomber. Quoi? L'une des deux villes avec Slaviansk et qui ne vont pas tarder à tomber. Oui, 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 oui. Les Russes sont à une dizaine de kilomètres de la ville. Non, moins que ça, moins que ça. À 4 kilomètres de Hmm. Kramatorsk. Et Philippe, on t'a pas parlé, on t'a pas parlé de ces villes qui tombaient. Non. Moi, Oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé un petit peu. J'aurais dit, tiens, il y a Kramatorsk, tout ça qui va tomber. oui. Ah, non, 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 non. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'ils imaginent? Qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer, les Ukrainiens? Est-ce qu'ils peuvent imaginer que de donner le Donbass et puis terminer? Enfin, non? Non, ils se voient gagnants. Hmm. C'est eux qui vont gagner pour eux. Ils se voient victorieux hein, de ce conflit. Ah, ils veulent gagner. Ah oui, oui, absolument. Ils ont perdu le tiers de leur population. Oui, bah, ça, j'ai vu. Hein, alors, ce qui est impressionnant, c'est tous les gamins qui sont au commerce, hein, qui sont serveurs, qui travaillent partout. Soit c'est les gamins, soit c'est des personnes très âgées. Eh oui. La tranche d'âge 30, allez, ouais, 30 ans, 50, il n'y en a pas beaucoup. Hmm. Alors, la corruption. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir là? Si Fedorov prend le pouvoir, où on en est après? Bah, il va pouvoir s'en mettre plus dans les fouilles. Ouais.
Alors, chose extraordinaire, sur LCI, on est en train de nous parler justement de la corruption. Écoutez. Ah, pardon. Bonjour, Ti. L'Ukraine est un pays corrompu, le fait par l'Ukraine. Mais il y a un deuxième point, c'est l'utilisation de l'argent. L'Ukraine est un pays corrompu. La Russie est un pays corrompu. Ça, c'est un scoop pour personne. Et là, Fedorov, il faut dire, Fedorov, l'adversaire, qui est très respectable, lui, il est très aimé des Ukrainiens, dit lui-même qu'il y a un problème de corruption majeur en Ukraine, c'est vrai. Mais la Russie est encore plus corrompue. Je crois que là, on est dans la... Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent de l'impôt des Français, excusez-moi d'être un peu au ras des pâquerettes, mais qui sert à enrichir des oligarques ukrainiens. C'est sûr. Alors à quel volume, j'en sais rien. Donc il faut un contrôle sur ces... C'est incroyable sur LCI. Vous vous rendez compte? C'est étonnant. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Mais Oui. qu'est-ce qui se passe? Mais LCI est en train de retourner sa veste? Oh. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Je ne pense pas qu'ils retournent leur veste. Je pense simplement qu'ils essayent de s'adapter au narratif du moment. Et pour le moment, il faut mettre l'accent sur la corruption. Et donc, on va parler de la corruption. Et le seul problème qui se poserait pour moi, c'est que à la longue, si jamais ils prennent le temps de regarder, ils vont s'apercevoir que tout le monde, bon, tout le monde, j'exagère peut-être, mais une bonne partie des personnes qui sont là sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans des manœuvres de corruption. Souvenez-vous, Zelensky, même avant la guerre, son nom était repris dans l'affaire de Pandora Papers. Donc, il est déjà question de corruption à ce stade-là et je vois dans son entourage, les personnes qui sont dans son entourage partent de plus en plus sur cette base de corruption, mais je pense que c'est comme le requin qui est en train de rôder autour de sa proie avant de venir la dévorer. Ben, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ils vont se retrouver dans une situation où il faudrait nécessairement remplacer Zelensky. Il a été l'homme du moment pendant les débuts, mais maintenant, on voudrait justement relancer les choses sous une autre approche avec de nouvelles têtes. Donc, petit à petit, pour moi, en tout cas, je vois ce style cette image de requin qui rôde autour de la proie. Oui, c'est sûr. Mais pourquoi LCI a eu cette attitude pendant 4 ans? Pourquoi? Il faut le dire, pour une raison simple, c'est que LCI, si je ne m'abuse, c'est Bouygues. Oui, oui. Et Bouygues a de gros intérêts en Ukraine. Et il a de gros intérêts sur les transports, sur les autoroutes prévues qui doivent être construites et qui ne le seront sans doute pas avant la fin de la guerre. Et il a de gros intérêts aussi dans la centrale de Tchernobyl, puisqu'il est le concepteur du dôme qui protège la centrale de Tchernobyl. Le réacteur. Le dôme nucléaire ou antinucléaire, comme on veut. Et il est le maître d'œuvre de cette architecture. Donc, ça explique pourquoi les généraux de pacotille, de plateau qui débitent leur discours là sur LCI, information en continu, désinformation en continu, disent ce qu'ils disent. Maintenant, il y en a un qui a l'air de commencer à se détacher. C'est celui qui a un nom russe là sur LCI. Yakovlev? C'est M. Akovlev, non? Oui, c'est ça, oui. Oui. Yakovlev a pris des positions aussi sur le conflit du Proche-Orient. Oui. Et des positions très, très radicales et très nettes qui ne correspondent pas à LCI. C'est vrai. Sur l'Iran aussi. Sur l'Iran, oui. Sur l'Iran, il a eu des propos
même sympa, je veux dire que c'était pas mal. Il y avait eu des propos Oui, assez intéressants. oui, Malgré qu'il se nomme Yakovlev. oui, Moi, oui. je me rappelle de ces propos qui étaient complètement délirants au Ah, début de la oui. guerre. C'était un délire complet. Enfin bon, Ben, on te demande de présenter les choses d'une certaine façon, tu le fais. ouais, quand même, un général français, quand même. Oui. Enfin, c'est peut-être Ça, vieux jeu, mais enfin bon, ça se fait pas, hein. ça se fait pas quand même, non. N'oubliez pas le rôle justement de la presse, en tout cas la presse française Oui. majoritairement, c'est de formater les gens à regarder les choses d'une certaine manière, à voir les choses d'une certaine manière, et c'est ça qui fait que, bon, on a besoin des personnes qui vont venir valider ces narratifs-là. Et donc, si jamais on prend des généraux, on prend Oui. des experts, vous avez remarqué le nombre d'experts qui passent régulièrement sur les chaînes françaises. Il y a beaucoup d'experts, oui. Oui, et il y en a même un qui passait assez régulièrement, j'ai oublié son nom. Chaque fois qu'il y avait un sujet, il était expert. Il était expert par rapport au feu, il était expert par rapport à l'Ukraine, il était expert par rapport à l'Iran. Donc lui, il est Polyvalent. expert plus dans tous les domaines, multivalent, polyvalent. Donc ça en devenait ridicule. Ouais. Oui. Et Philippe, quelles sont les chaînes de télévision ukrainiennes? Tu en as vu, toi, là-bas? J'en ai vu qu'une, Eh la oui. principale, puisque avec la personne avec qui j'étais, on ne regardait pas, mais quand on allait voir son frère, là, c'était la télévision principale qui regardait sur les portables aussi. Et alors, ce sont des nouvelles de quoi? C'est des débats, des plateaux, des trucs? Ouais, des choses comme ça, pareil, oui, Ah tout oui, à fait. d'accord. C'est une chaîne en continu comme en France, quoi. Voilà, c'est ça, plus les reportages sur le front, côté ukrainien. Eh bien, moi, je vais vous montrer un débat que j'ai trouvé plutôt sympa. Avec une ancienne actrice blonde, c'est ça? Non, Non? non, non, tu vas voir. Hmm. Que nous sommes, oui ou non, en guerre avec la Russie. Les mots ont un sens quand même. Tout à l'heure, c'était frappant, une petite discussion entre Wilmer et Yakovlev. Ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Au fond, le président de la République dit nous ne sommes pas en guerre. La France n'est pas en guerre avec la Russie. C'est pour l'instant la version officielle. Yakovlev disait si, nous sommes de fait en guerre avec la Russie. On est en guerre ou pas en guerre? Parce que quand on renvoie des gens qui passent à la télé, qu'on considère comme des espions russes, je considère qu'on est en guerre contre la Russie. Évidemment, on est en guerre parce que la Russie s'attaque aux fondamentaux de notre démocratie et de la civilisation occidentale. Évidemment, c'est une guerre, mais c'est pas une guerre de tranchées. C'est pas peut-être une guerre du 20e, du 19e siècle. C'est une nouvelle guerre protéiforme dans tous les domaines, tous azimuts. On est en guerre contre la Russie. C'est pour ça, juste, je réagis par rapport aux propos du général. Je m'en serais complètement en faux, tout simplement parce qu'il faut jamais tomber dans le piège de la propagande du Kremlin. Il faut jamais se mettre du côté de quand même du Poutine. GNL russe, par exemple, c'est un peu bizarre. On est en guerre, mais on ne veut pas aller frapper dans le ciel ukrainien les avions russes. Pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas en guerre. Enfin, moi, on n'est pas en guerre. On est en guerre ou on n'est pas en guerre? Mais non, on n'est pas en guerre. Ah. Mais on fournit des armes. Mais on fournit des armes. La cohérence, elle est où? Et alors, on va fournir des armes à tous les pays. Mais mon colonel, il y a peut-être aussi une solution alternative. Non, mais on n'est pas en guerre. J'ai pas terminé mon propos. On n'est pas en guerre. On est en confrontation. Alors, ça, c'est autre chose. Vous faites la sémantique et c'est très bien pour vous. Mais non, on est sous le seuil de la guerre. On est en confrontation. On est en opposition. On s'oppose par plein de moyens. Et on en fait quoi de cette autre que la guerre. Voilà. Et il faut espérer qu'on ne franchisse pas ce seuil. On en fait quoi de cette opposition? Parce qu'on a essayé depuis plus de 4 ans de faire abstraction à beaucoup de sujets. On a essayé de fournir, on a même critiqué les Américains qui ne fournissaient pas assez aux Ukrainiens. Maintenant, on a peur de dire, eh ben, peut-être ils vont utiliser un armement français et donc derrière les Russes vont nous attaquer, mais on n'ose pas le dire. Mais peut-être aussi, il serait peut-être temps de parler aux Russes. Parce qu'on a beaucoup critiqué Trump, donc peut-être parfois il arrive ou il n'y arrive pas, mais à un moment donné, il va falloir passer par la case négociation. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un joli débat quand même. Un affrontement verbal comique. Parce que lui, c'est... Comment il s'appelle là? C'est le colonel... je ne sais pas. Non, en A. Oui, oui. Enfin, bon. Oui, il est connu. Il est connu pour avoir cette attitude
amidonné, là, russophobe. Et la France, enfin la Macronie fait la guerre. Hein. Fait la guerre contre la Russie, peu importe le terme employé. Mais les mots sont faits pour masquer la vérité. Qu'est-ce que tu en penses, Michel, de ce genre de débat? Alors, l'Occident attaque ou pas? Est-ce que l'Occident attaque la Russie? Où on en est là? Ben, l'OTAN attaque la Russie, c'est connu. Je pense qu'on est juste en train de tourner autour de pot et d'utiliser des mots pour faire croire autre chose, mais je vais reprendre ce que le monsieur a dit, la sémantique, c'est vraiment de la sémantique, mais dans les faits, l'OTAN attaque la Russie et les Russes le savent. On a vu des instructeurs de l'OTAN en Ukraine pour former des soldats ukrainiens. Il y en a même qui sont morts suite à des frappes russes en Ukraine. Donc, on voit le matériel qui est donné aux Ukrainiens. Ce sont des matériels qui viennent de l'OTAN. On parle des drones. La direction de ces drones sur de longues distances ont besoin des coordonnées. Qui fournissent les coordonnées? C'est l'Occident. Donc, Non, des renseignements aussi, parce que les oui, coordonnées, certes, mais bon, d'accord, mais il y a les renseignements, donc les services. les coordonnées font partie justement des renseignements qui sont fournis par l'Occident. Donc, dire que physiquement, quand j'entends par exemple le président Macron qui dit nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, c'est de la sémantique. Il y a vraiment une guerre, il y a vraiment une participation de de pays de l'OTAN à la guerre, qui par contre voit d'un mauvais œil si jamais les Chinois ou bien les Coréens participent du côté des Russes. À cela, c'est un problème. C'est pas bien, oui. Non, c'est pas bien. Mais on a vu que la France, enfin, la Macronie, était impliquée dès Mariupol. Parce qu'il y a eu un incident important avant la chute de Azovstal, là, le bastion d'Azov à Mariupol, où il y avait une cinquantaine d'officiers et de militaires français avec les gens de Azov. Et ça a été révélé par un Turc qui est en cheville avec les Russes. Il y a une cinquantaine au minimum de Français, de militaires français qui ont été tués à Mariupol et par la faute de Macron. Les Russes avaient proposé à Macron d'exfiltrer les Français et Macron refusait. Macron voulait qu'ils soient exfiltrés par hélicoptère. Pardon, par les Ukrainiens. C'est des faits ou bien c'est des hypothèses? Non, non, c'est pas des hypothèses. Pardon. Non. Mais ils ne peuvent le reconnaître. Mais justement, il y a eu, au moment de Mariupol, il y a eu des hélicoptères descendus, etc., etc. Oui. Pardon. Il y a eu plusieurs hélicoptères abattus. Oui, oui, c'est ça. Je me rappelle très bien de ça. Oui, oui. Et lorsque j'étais sur Maïdan, il y avait des drapeaux français pour ceux qui sont tombés sur le front ukrainien. Oui. Et alors, Philippe, on t'a parlé, toi, de l'aide occidentale en Ukraine. On en a parlé. Oui, l'aide française, parce que comme je suis français, ils m'ont montré les investissements français, puisqu'il y a la reconstruction du côté de Boutcha, au niveau de l'aéroport de Kiev, où ils ont construit un village entier pour les militaires. Oui. Et ils sont en train de construire tout un quartier d'immeubles entièrement financé par la France. Et est-ce qu'on t'aurait parlé également, est-ce qu'on t'aurait parlé également
de militaires qui sont là, de gens. Enfin, d'espoir aussi que l'aide française vienne plus. Alors non, j'ai pas vu de, ils m'ont pas parlé de ça. Ils m'ont pas parlé de ça. Et je n'ai pas vu de. Je n'ai vu que les militaires ukrainiens. Mhm. C'est tout. Il y a simplement que lorsque je suis parti quand je suis arrivé à Cracovie en avion de Paris, j'arrivais d'Allemagne, j'étais à Hambourg, et là il y avait des Américains. Ah oui. Et habillés comme dans les films que le FBI, on les reconnaît tout de suite, quoi. Voilà. D'accord. Si, alors, dis-moi, l'Occident, que doit faire l'Occident en Ukraine? Oh là là, il faut poser question, pas à moi, mais plutôt à Macron et à von der Leyen et Monsieur Barrot. Ah non, Je suis tout à Denis fait d'accord Poupon, avec quoi. Michel tout à l'heure qui disait que la question est-ce qu'on est en guerre avec la Russie, on tourne vraiment autour du pot. Hein, parce que là, dernier temps, j'ai entendu le parole de Michel Juillet, c'est ça, qui Oui, était, Alain oui. Juillet. voilà, qui disait que les Ukrainiens utilisent les bases militaires dans les pays baltes pour tirer sur la profondeur de la Russie. Alors, c'est une hypocrisie totale de dire que la France n'est pas en guerre. Macron n'est pas en guerre avec Poutine. C'est mensonge. Bah Parce oui. que, parce que nous sommes bien la base arrière de l'Ukraine. C'est pas seulement la France, hein, surtout les pays baltes, la Pologne, et Finlande et Suède. Vous voyez, Danemark, voilà, ces trois pays au-dessus. C'est complètement hypocrite de dire que nous ne sommes pas en guerre. Je me demande seulement pourquoi jusqu'à maintenant les Russes ils n'ont pas bombardé justement ces bases arrière. Hein. Je me pose vraiment la question. Soit ils ne veulent pas une guerre élargie, soit ils ont plus de moyens, soit la Chine les font barrage. Hein, ça, je vous laisse à méditer. Et maintenant, vous avez dit que NCI tout à l'heure, là, avec tous les généraux qui sont à la retraite, qui s'ennuient chez eux et puis qui viennent à NCI pour être le porte-parole de Zelensky. Je Ah ne oui. sais pas s'ils sont payés. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'ils sont payés? Ah oui, oui, bien sûr. Ah, ils Oui. sont Pense que payés en si, hein. plus. Ils sont Évidemment. payés en plus. Bah oui. Donc là, je crois qu'ils ont fait ça pour le bon cœur de Zelensky. Voilà, donc je me souviens encore qu'il y a un propagandiste très connu en France, il s'appelle Dickman Xavier, non? Oui, 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 Peter Mann. l'aviateur. Peter. Voilà, c'est un youtubeur aussi, ouais. Oui, oui. Et qui dit des choses, mais hallucinant, vraiment hallucinant. Des fois, de temps en temps, je vais la voir pour rigoler, parce que je me suis dit, ce mec-là, il vit pas sur notre planète, quoi. Et voilà. Oui. Il est connu. Et Il est aussi, connu. ouais. Et aussi, ils ont aussi un ancien KGB, hein, Oui, Sergueï bah machin, oui, là, oui. Girnov, ou c'est pas quoi, Oui, hein? Arnaud, oui, qui était sur LCI et après qui est allé sur pas RMC, mais je ne sais plus. Oui, mais Mais justement, selon les informateurs asiatiques, ils disent que ce mec-là était chauffeur. Ah oui, là maintenant, écoutez, monsieur, je ne sais pas, est-ce qu'on était chauffeur? Et on vient enfin de dire, écoutez, je suis ancien officier de KGB. Alors, peut-être ainsi, on peut augmenter le grade je crois qu'il a été viré de LCI, Oui, voilà. je crois. Bah écoutez, et en plus, ils ont un monsieur tout à l'heure que vous avez montré, Philippe, Melnik, ancien diplomate russe. Alexandre Melnik. Ah, c'est ça? Oui, C'est encore des traites. oui, C'est encore des traites à la patrie. oui, oui, bien sûr. La patrie russe. Hein? Et d'origine ukrainienne. Ah, d'origine ukrainienne, ah oui. Oui. Ah bon? C'était pas un diplomate russe? Melnik. Melnik. Il y a eu aussi un Constantin Melnik. Ah oui, ça c'est un autre. Ça, Ça c'est c'est un un autre, corrompu mais qui était parti en Israël. C'est autre chose. il y a un rapport.
Voilà, ça n'a rien à voir. Mais celui qui était à LCI tout à l'heure, là. Oui, oui. Et maintenant, on a dit que la Russie est corrompue. Ça me fait rigoler, parce que dites-moi maintenant quel pays n'est pas corrompu. Mais j'ai une théorie dessus. Les Russes sont corrompus, c'est leur problème. C'est pas notre argent. Tandis que Zelensky corrompu, c'est notre argent. Ouais. Bah, écoutez, monsieur, hein, la corruption est entraînée dans le monde entier. On s'occupe de nos affaires. On s'occupe de nos affaires ici. Ils nous font les poches pour donner un gouvernement qui est corrompu. Là, oui, la Macronie alimente la corruption aussi. Oui. Alimente la corruption. Maintenant, on critique Poutine, autour de Poutine des corrompus, mais c'est leur problème, c'est leur argent, c'est pas le mien, c'est pas le vôtre. Alors, je vous laisse méditer dessus, voilà. Ouais, 90 milliards plus 14 milliards, je crois, en plus, qui ont été rajoutés pour arroser enfin pour faire que l'Ukraine puisse tourner. Voilà. Et Michel, vous donnez combien, vous? Oh, nous, on donne sur des longues périodes. Donc, à chaque fois, on vient dire, voilà, on a donné autant, mais en fait, ce sont juste des compléments qui sont faits. Moi, je le dis souvent et je sais qu'il y a certains Canadiens que j'ai vus dans les commentaires qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi et je respecte ce choix-là. Mais je crois que le Canada est parmi les plus faibles donateurs pour l'Ukraine. Parce que à chaque fois qu'il est question de donner quelque chose, on vous annonce toujours l'enveloppe totale, alors que c'est une enveloppe qui va s'étaler sur une période de 5, 7 ans. Et donc, de temps en temps, on vous envoie quelques véhicules, on vous envoie quelques munitions. Et bon, on donne justement cette apparence de participer vraiment, mais concrètement, je ne suis pas vraiment convaincu qu'on soit des gros donateurs. Oui, Michel, c'est une question là, c'est une question à Michel. Oui. Peut-être tu as raison, tu as raison que le Canada n'est pas le plus gros contributeur de la guerre en Ukraine. Bon, d'accord. Maintenant, si tu veux, parce qu'ils veulent faire un concours, hein, qui donne le plus. Moi, je m'en fous qui donne plus ou qui donne moins. Complètement, ça m'est égal. Mais juste le fait de donner, pour moi, c'est déjà criminel. Pourquoi ils ne font pas comme Slovaquie, hein, et comme Hongrie avant? Ils ne donnent pas, c'est tout. Ils ne donnent pas, c'est tout. Même si tu donnes 1 euro, c'est des criminels. Mais pourquoi le Canada donne de l'argent et des moyens militaires? Il y a une raison. Pourquoi? Il y a un fort lobby ukrainien au Canada, en particulier dans l'ouest du Canada, parce que les Anglais avaient importé des Ukrainiens bien avant ces événements, autour des années 1900. Ils avaient importé des Ukrainiens pour travailler dans les champs, dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Donc toutes ces régions comportent une grande proportion de gens d'origine ukrainienne. Et il y a un lobby ukrainien à Ottawa. Il y a un lobby ukrainien à Ottawa. Il y a aussi toutes ces personnes de l'Ukraine qui étaient du côté nazi, qui sont venues après la Deuxième Guerre mondiale. Souvenez-vous de ce monsieur qui a été présenté, qui a eu un standing ovation. Et il faut aussi, il y a aussi Freeland. Oui, c'est une petite fille d'anciens d'Ukraine. Hein? Oui. Mais elle est installée en ce moment, si je ne m'abuse, à Kiev. Ah, c'est possible. S'il vous plaît, messieurs, vous parlez de la députée canadienne d'origine ukrainienne? Oui. La ministre. La ministre, d'accord. Et celui, le néo-nazi, qui a pris la parole devant le Parlement, sous l'ancien Premier ministre Trudeau. C'était une regrettable erreur. Oui, une erreur. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qu'il faudrait garder à l'esprit. Il y a une autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé,
il y a eu beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont venus au Canada. Oui. On Ah oui. avait, oh oui. On avait mis en place des structures pour que plusieurs viennent s'installer au Canada. Et bon, officiellement, c'était pour un moment, mais je doute fort que euh, plusieurs rentrent. Ils sont ici, ils sont installés et ils vivent leur vie. Et Et le gouvernement canadien ne le renvoie pas chez eux pour aller se combattre? Non, pourquoi ils devraient le faire? Ils sont La Pologne entrés. le fait. Oui, ben, nous, on n'est pas la Pologne. Et Krista Freeland, voilà, c'est son nom. Krista Freeland, originaire de l'Alberta, qui a été ministre de Trudeau Mhm. et la tête du lobby ukrainien au Canada. Ah, Et d'accord. elle a des responsabilités maintenant à Kiev. Ah Ça bon, ne elle me est retournée surprend chez elle. Ben, elle a toujours manifesté sa solidarité avec les Ukrainiens. Oui. Donc les comportements des individus s'expliquent sans savoir que Krista Freeland a une origine ukrainienne et que son grand-père était un nazi, un responsable nazi qui éditait un journal en Ukraine, pro-hitlérien. Sans savoir cela, on ne comprend pas son comportement. C'est ça. Oui. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pensez que Zelensky est socialetto autour de lui? Si Zelensky a fait quoi? Est-ce que Zelensky va tomber là? Est-ce qu'il va tomber? Oui. Oh, il tombera bien un jour. Non, Il tombera. il tombera bien un jour, mais je pense pas qu'il tombe là. Ah bon? Il va tomber. Il va tomber parce que ils auront besoin d'avoir du Le sang neuf remplacer. de nous. Oui, il faudra le remplacer parce que ceux qui le supportent pour le moment ont de plus en plus du mal à le supporter parce Voilà, que oui. bon, il est devenu encombrant. En tout Il cas, va tomber quand Macron s'en va, c'est Ce ne ça? sera pas une présidentielle, ça c'est sûr. Ah, Macron s'en va et lui aussi. Oui, bien sûr, Alors, oui. tu sais, Macron s'en va, d'accord, mais Lagarde arrive. C'est pas sûr qu'il s'en aille. Ah bah si. Il s'accroche. Il s'accroche, il va ailleurs, mais il va plus habiter Élysée. Oh, mais il peut, si jamais il veut nuire, il peut nuire sans être nécessairement à Élysée, hein. Oh, c'est plus difficile. Et vous avez vu que Madame Lagarde va peut-être se déclarer au présidentiel. Elle a dit que non. Oui. Ouais. Bah écoutez, certains complotistes qui m'ont dit ce matin que Brigitte Macron va se présenter. Ah oui, on dit ça aussi, oui. 2020, pas celle-ci, mais l'autre d'après. Non, maintenant. Pour C'est que, rigolo. voilà. Et c'est pour ça Macron il va rester à Élysée parce que sa femme se présente. C'est amusant. Amusant. Oui. Très amusant. C'est assez étonnant quand même. Mais bon, on ne sait jamais, hein, en fait. Tout est possible. Et tout est possible. Alors, je vais vous passer quand même un petit truc que j'ai trouvé aussi assez marrant. C'est terrible, mais c'est bon. Oui. Maintenant, je voulais vous parler de la situation de cette femme. Pourquoi cette femme s'est agenouillée devant les mecs de la conscription forcée, hein, le centre de recrutement, qui rafle quotidiennement des gens dans la rue. Pour l'instant que des hommes, mais il me semble qu'il y en a beaucoup qui parlaient du fait d'envoyer des femmes directement sur le front, en première ligne. Et donc là, l'action, elle se passe à Kamenskoye, dans la région de Dniepropetrovsk. Et en fait, ces femmes s'est mis à genoux pour supplier les responsables du recrutement militaire de libérer son mari, de ne pas l'envoyer au front. Parce que l'envoyer au front, c'est une mort quasiment, comme ils disent certaines. Il y a des endroits sur le front avec les
les bombes planantes russes, les drones FPV, etc., l'artillerie, il n'y a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Oui, enfin, là, ils Oh exagèrent. là là, c'est Ah oui, horrible. c'est poignant ça. Ah, c'est poignant ça. Ouais. Et tu avais été au courant, Philippe, de cette photo, non? Si, ben, je l'ai vu en arrivant. Ouais. Je l'avais vu aussi. Oui, oui. Et on peut Ça ensuite- circule sur le net, cette photo? Oui, oui, c'est oui. sur une chaîne YouTube que je vous recommande. Je Ah, Michel, d'accord. oui, Je oui. regarde aussi. C'est un type C'est qui est assez horrible. sympa. Mais c'est terrible, mais c'est terrible. Mais alors, Ah, c'est horrible. que dire de ces recrutements de force les Ukrainiens doivent être complètement retournés là-dessus. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais Ouais. pourquoi ils veulent toujours se battre? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, Philippe, s'il vous plaît, vous venez de là-bas. Ben, Philippe, Pourquoi oui. les Ukrainiens veulent toujours se battre? Il y a une telle propagande qui est faite sur la télévision, la radio, etc., qui se voient vainqueurs. Pour eux, ils gagnent la guerre. Ah bon? Mais pour eux, ils gagnent la guerre. Ah d'accord. Donc, ils ne voient pas de la même façon que nous, parce que nous, on voit les deux côtés. On voit ce qui se passe de la côté russe, côté ukrainien. Eux ne voient que ukrainien. Et les informations sont de la propagande au niveau des médias sur place est bien pire que chez nous. Zelensky, quand il parle à la télévision chaque soir, c'est pour dire ils vont gagner. Et que les salauds de Russes, ils tuent des civils toutes les nuits. Mais ils voient quand même les blessés et puis les morts. Ah bah oui, il voit les morts et puis il voit les estropiés. Moi, j'ai vu des Oui, jeunes et des alors? prothèses de partout. Oui, mais si, les Ukrainiens sont des combattants hors pair. Ah bah oui, c'est des Alors, braves. Hein. Ça, il faut pas leur tirer. Ils sont courageux, ils sont braves. Ça, c'est clair. Mais justement, cette propagande qui passe tout le temps a été décriée par ceux qui étaient au front en se disant, on nous a toujours présenté les Russes comme des faibles, qui se battent à coups de pelle, prennent des pièces de machines à laver pour fabriquer des armes. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Moi, j'ai suivi un reportage où il y avait des soldats ukrainiens qui étaient hyper fâchés contre leur administration parce qu'ils ont dit, ben, on nous a menti, on nous a fait croire des choses. Et finalement, quand on est arrivé sur le terrain, ce n'est pas exactement ce que nous avons vécu. Nous avons vécu au contraire l'enfer sur la terre, la manière dont les bombardements se faisaient, la manière dont la guerre se faisait, etc. Ce n'est pas ce qu'on nous a présenté. Puis, il faut savoir une chose, moi j'étais avec des gens, les gens à qui j'étais, que j'ai connus là-bas, j'ai rencontré, ils sont tous bandéristes. Ah, bon, ça. Ah Ils bah sont voilà. tous bandéristes. Ah ben C'est-à-dire qu'à voilà. l'école, pourtant c'est des gens qui ont 50, 60 ans, à l'école, dès le début, on leur a dit que Bandera, c'était bien, c'était le héros national, etc. Ils sont tous bandéristes. Donc il faut Bah savoir voilà. la haine de la Russie. Et pour ça, ils s'accrochent. Ah Et eux, oui. ils sont La tous haine de la bandéristes. Russie qui a été entretenue par les États-Unis Quand je parle, depuis l'éclatement de l'Union soviétique. oui, quand je leur parle que récemment la Pologne a demandé à Zelensky de rendre ses décorations et tout parce qu'il avait fait Oui. une vérification avec Banderas, etc., et que les Polonais n'acceptent pas parce que ceci, cela. Ah non, c'est pas vrai. Ah. Que Banderas a exterminé des Juifs, non, c'est pas vrai. Ah bon. Ah oui, non, mais tout a été réécrit là-bas. Mais c'est du déni tout ça. Ah oui, non, mais l'histoire a été réécrite depuis le début. Ça s'appelle le viol des foules par la propagande politique. Et qu'est-ce que je voulais dire après ça? Moi, j'ai essayé de leur expliquer, de leur montrer. Non, c'est pas vrai. Ok. Mais ils doivent, excuse-moi de te tutoyer, mais ils doivent te soupçonner d'être un moscal, comme ils disent. Comment? Un moscal, un moscovite. Ouais. Ils ont d'ailleurs, c'est une grande famille où il y a plusieurs frères et sœurs. Ils ont un frère qui est en Russie et ils ne parlent plus à leur frère. Eh oui. Ils ont réussi à faire ça. C'est pas dans toutes les régions la même chose. Hein. Bah oui, bien sûr. Ça, j'espère. Enfin, moi, ce que j'ai vu de Ternopil quand j'y suis allé et Kiev là,
Bon, il y a Ternopil est une belle ville par rapport à Kiev. Kiev, tout ce qui est ancien, etc., c'est la capitale. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? La, 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 la logique pandériste dans l'esprit est la même. Et est-ce que tu as vu des gens d'Azov et compagnie, non? Ah, bah oui, oui, bien sûr. Puis alors là, partout, vous avez des panneaux géants au bord des routes qui est marqué Azov vous aime. Azov Loubov. Eh ben. Azov vous aime. Alors ça, j'ai À Kiev regardé, également, à Kiev également, ouais. oui, dans tout Kiev, Kiev, la banlieue, partout, c'est les panneaux géants. Azov vous aime. En gros. En 1984, Big Brothers. Et Philippe, et les journalistes occidentaux, ils sont aveugles ou quoi? Ils ne voient pas? Tu parles à moi? Oui. Ah ben, je ne les ai pas vus, moi, les journalistes français. Moi, j'ai vu simplement les journalistes ukrainiens de la chaîne nationale. Ah bah. Il y avait les funérailles, quand je suis passé à Kiev, Maïdan, il y avait les funérailles d'un soldat ukrainien, héros de la nation. Et donc, il y avait la télévision nationale qui était là. Et ils n'ont montré que les parties intéressantes à montrer, pas ce qu'il y avait autour. Parce qu'il y avait une partie wokiste qui était là, et ils ne l'ont pas montré, ils ont simplement montré la partie des funérailles avec le cercueil, les soldats qui le portent jusqu'au camion frigorifique pour l'embarquer, etc. Mais donc déjà là aussi, les journaux font bien attention à ne pas montrer, ne montrer que ce qui doit être montré. D'accord. Mais on a ça aussi en France. Hein. Oui. Il y a 2 jours, une dénommée Aline Lebaille-Crémer, qui est collaboratrice de Bernard-Henri Lévy, qui est une ancienne d'ailleurs travailleuse de l'OTAN, qui est une Anglaise en fait. Elle fait croire qu'elle est française, mais elle est anglaise. Elle est membre de Chatham House, qui est un groupe, une ONG britannique qui est proche du MI6, a déclaré que la fille de Dugin n'avait pas été tuée, n'avait pas été assassinée par les Ukrainiens. Ah bon? Ça devait être les Russes. Voilà. Bien sûr. Oh. Le genre de mensonge. Et elle est coutumière du fait. Et celle-là, elle a porte ouverte, tribune ouverte dans LCI et dans BFM. Oui, Yves, moi je vois régulièrement sur BFM des nanas ukrainiennes. Oui. En bas, il y a écrit géopolitique ukrainienne. Oui. Voilà, et d'un seul coup, la nana, alors, truc quand même assez drôle, bombardement sur Kiev, et la nana dit, oh, je voudrais me lever pour téléphoner à mes parents, j'ai peur pour eux. Oui, j'ai vu ça. Oui. Ah bon? Ouais. C'est fou, hein? Non, mais ils doivent nécessairement avoir des personnes ukrainiennes qui parlent pour l'Ukraine parce que ça sonnerait plus authentique si jamais les ressortissants ukrainiens parlaient. On pourrait justement partir du principe que elles savent de quoi elles parlent, ces personnes, donc automatiquement, ce qu'elles disent doit être considéré comme étant des faits véridiques. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de débat démocratique parce qu'il n'y a aucun Russe qui est là. Et d'ailleurs, la journaliste russe qui pouvait faire la balance, elle est virée. Oui. Elle a été virée. Elle n'a pas été virée, elle a été interdite de séjour. Il me semble qu'elle a eu un truc pour l'accompagner, oui. Oui. Est-ce qu'elle a été virée de CNews? Virée de CNews, non, mais Elle est invitée partie à l'étranger. à quitter la Son France. droit de travail, déjà. Elle est partie à l'étranger. Elle n'est plus en France. Oui, pour bloquer les comptes, ils avaient bloqué tous les avoirs, on ne peut plus rien faire. Oui, Xavier Feredova. Zenia Feredova. Fedorova. Oui. Fedorova. Et si jamais les Russes faisaient la même chose, on allait entendre les chaînes françaises en parler à
à tout vent et sous toutes les coutures, hein, et toutes les couleurs. Ah oui. Ben non, mais les Français ont fait mieux. Nos Français qui sont à Moscou, qui parlent journaliste, comme un certain Français que j'écoute Xavier aussi. Moreau. Ouais, Xavier Moreau. Bah, ils ont coupé les comptes, ils ont bloqué les comptes et ses avoirs. Il ne peut plus rien faire. Oui, ils l'ont interdit de séjour en France, d'ailleurs. Voilà. Il a été élu, il a été député d'étrangers à Moscou. Et il interdit de séjour en France, quoi. Je veux dire. Ben oui, parce qu'il y a des chaînes, toutes les chaînes françaises sont représentées Oui. à Moscou. Moi, je vois régulièrement le représentant de BFM à Moscou, Oui. qui fait des reportages, etc. Et bien sûr, ce ne sont pas toujours des reportages très flatteurs pour les Russes, parce qu'il faut quand même rester dans la logique du narratif. Et on leur cherche pas des poux, hein. Non. C'est un petit mec, un peu bête d'ailleurs, mais Ah, c'est lui qui a téléphoné à Poutine pour demander libération d'un prisonnier, là? C'est lui? Non. Il y avait un journaliste français Un barbu, je crois. qui était invité dans une conférence de presse et qui a posé question à Poutine où on en est avec un autre Français qui était arrêté à Moscou. Et si par hasard, le lendemain, Poutine a téléphoné, ou quelqu'un de Poutine qui téléphonait à ce journaliste, BFM TV ou NCI, je me souviens de cette histoire. Et puis le Français a été libéré. il a C'était été un libéré. Français. Oui. C'était qui déjà? En revanche, Anna Novikova est en prison. Anna Novikova qui a fondé l'organisation non gouvernementale SOS Donbass. Ah oui. Et on ne sait pas pourquoi elle est en prison. Ben, ils ne disent pas pourquoi elle était en prison. Ils ne le disent pas. Sous-entendu, c'est une espionne. De la Bastille. Ah oui. Non, parce que là, il n'y a pas de motif. Comment on peut mettre quelqu'un en prison s'il n'y a pas de motif? Eh ben, Secret d'État. C'est ce que dit son avocat, et c'est l'arbitraire le plus total. Elle est en prison pour menacer les gens, les Russes. Alors, SOS Donbass, c'est une association humanitaire qui distribuait au Donbass des vivres, etc., venant d'Occident. On est d'accord? J'en faisais partie. Attends, fais pas. 2014. Ah bon. 2014, j'ai fait envoyer un Spearmork dans le Donbass en 2014. Ah ben voilà, j'ai trouvé le nom de journaliste qui a téléphoné au bureau de Poutine. Oui. Il s'appelait Jérôme Garot. Oui. Voilà, il a appelé en public le 19 décembre 2025, lors d'une grande conférence de presse, sa question sur le chercheur Laurent Vinatier. Vinatier, oui. Voilà, c'est ça. Mais il était prévu qu'il soit libéré. Oui, voilà. Donc, ils ont pris pour héros ce journaliste, que c'est grâce à lui que justement M. Vinatier a été libéré. Un petit peu de vantardise. Hein. Oui, on peut, admettons qu'ils partent sous cette approche-là. Pourquoi il n'y a pas une réciprocité par rapport justement aux personnes qui sont emprisonnées en France et que le président Macron n'intervient pas? Ben voilà, c'est ça. C'est une bonne question. Et il y a aussi le Français Vincent Perfetti, qui était membre de SOS Donbass, qui est en prison. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Depuis novembre dernier. Ils ont essayé de museler pas mal de personnes, toutes les personnes qui n'entraient pas dans le narratif. Je vois le colonel Jacques Beau qui jusqu'à présent est toujours, je crois, sous embargo, Xavier Moreau et les autres. On peut ou ne pas aimer ce qu'ils disent, mais si jamais on se prétend être le pays de la liberté, de la démocratie et des droits... Je crois que Macron, c'est pas sa rhétorique, ça. Il s'en fout. Et maintenant, il y a Francis Lalanne qui est dans le viseur. Oui. Qui? Francis Lalanne. Ah. Oui, il a dit qu'il serait candidat, oui. Il faut qu'il ait les 500 signatures. Hein. Oui.
Il l'aura pas. Il pourrait les avoir. Ah bon? Bah, les maires, ils ont peur de Macron. Hein. Non. Ils n'ont plus peur maintenant. Hein. C'est terminé. Ouais, il a perdu ses capacités. Son aura. Son aura est définitivement fini. Il n'est plus pris au sérieux. Hein. Non. Le Mozart de l'économie. De la finance. Mozart de la finance, c'est ça. Oui. Mais il ne faut pas oublier quand même que toute la presse industrielle avait pris position en sa faveur. Et un an avant l'élection. Même entre 1 an et 6 mois. Hein. C'était, tu vois. Et c'est incroyable. Le Mozart de la finance, le mec, le banquier absolument extraordinaire qui allait redresser. Le sauveur. Qui vient de chez les Rothschild, donc c'est une carte de visite, hein, et qui va réformer la France, tout ça, du bidon. En fait, tu sais, Yves, ce qui a fait craquer les Françaises, c'est qu'ils soient avec une vieille. Moi, je vois autour de moi, j'ai 3 copines, 3-4 copines. Et, oh, regarde ce petit jeune avec une dame qui est beaucoup plus âgée qu'elle. Oh, c'est mignon et tout. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Peut-être qu'elles l'ont trouvé mignon aussi. Oui, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, en tout cas. Ça joue énormément. Je sais que c'est le conseil donné par certains responsable de la CIA dans les élections, il faut que le Gus soit beau pour les femmes. Ah, je veux-il que des gens que je connais qui ont voté pour lui en 2000, il y a 10 ans, ne voteront plus jamais pour lui. Bien sûr. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu un remake il y a 4 ans et demi, quoi. Ah oui. Complètement, c'est étonnant. Alors ça, c'est le truc hallucinant. Les gilets jaunes, après tout ça, ben non. Quand même, il est revenu. Mais apparemment, maintenant, on est en train de pousser Attal pour faire un remake. Figure-toi qu'Attal a été réattaqué par les méchants russes. Là, il est victime des hackers russes. Oui, des espions russes, oui. Et Glucksmann aussi. Oui. Glucksmann, oui, aussi. Et Glucksmann, mais bon. Ils sont concurrents. Hein. Oui, mais vous allez voir, ils vont tous se retourner vers une seule personne au dernier moment en disant voilà le roi. Peut-être. Et si ça correspond pas à ce que l'Europe alors, je ne sais pas combien ils sont, là, ils sont 5 ou 6, un truc comme ça. Moi, je sais pas. Oh, ils sont plus que ça, hein. Tu rigoles. Il y a eu une trentaine de prétendants. Ouais, bah oui, bah ils vont tous retourner vers, par exemple, Lagarde. Vraiment, attention. Non, j'y pense pas. On parlait d'esthétique, mais vraiment, Lagarde, c'est pas Miss Monde. Hein. Oh, c'est pas gentil de dire ça. C'est pas gentil. Il n'y a aucune raison d'être gentil parce que cette bonne femme, elle a, quand elle avait une responsabilité à Paris, elle s'adressait en anglais aux gens de son ministère. Oui. Oui, voilà. Et elle a fait du lobbying pour Monsanto. Du marché du siècle. Elle était avocate de Monsanto. Oui, les F-16. Elle a fait du lobbying. Elle collaborait avec Zbigniew Brzezinski dans son ONG, là, le CSIS, Centre d'études internationales, stratégiques internationales, le CSIS, qui existe toujours, hein, avec Zbigniew Brzezinski. Et elle était très active pour favoriser les avions américains. Mais alors là, on parle de corruption ou on parle d'amitié? C'est même pas la peine d'en parler. Hein. Vous savez, moi, là où je trouve que cette histoire d'ingérence russe sur les campagnes de Glucksmann et de Attal complètement ridicule. Oui. La campagne n'a même pas encore commencé. On n'est même pas encore sur des personnes sûres qui vont aller jusqu'au bout. Pourquoi se donner la peine d'attaquer des personnes lambda
qui n'ont pas d'avenir, alors qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire. Et ils veulent faire parler d'eux, c'est tout. C'est ça, c'est surtout ça. Oui, oui. Mais ça n'existe pas au Canada, ce genre de choses, quand même. Quoi donc? Ce genre de magouille la française, on est 5-6, et puis après, on va se retourner tous vers le même, et compagnie. On va s'arranger entre copains. Ça n'existe pas, quand même, si? Il y a des partis politiques. Je m'excuse si jamais mon image est figée. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais en tout cas, il existe différents partis politiques. En fait, ce qui se passe, c'est que les transactions se font d'abord au niveau des partis, de manière à ce que chaque parti puisse présenter un candidat pour qui représenterait le parti. Donc, c'est plus si jamais il y a des structures de ce genre-là, il y a bien sûr des indépendantistes, mais les grosses machines politiques bien huilées sont déjà structurées. Donc, il peut y avoir plusieurs prétendants, mais ils se retrouvent en conseil et ils finissent par définir la personne qui va représenter le parti. Et c'est comme ça que ça évolue. Mais le Premier ministre du Canada n'est pas élu au suffrage universel. Non, il n'est pas élu au suffrage universel. Oui. En fait, on regarde quel est le parti qui a eu le plus de voix. C'est à partir de là que le Premier ministre va être tiré. Alors, le Premier ministre, votre Premier ministre, Carney, c'est un banquier. Il est ancien responsable de la Banque d'Angleterre. Oui. Et pas seulement d'Angleterre, mais même la Banque du Canada. Oui. Donc, voilà, c'est le coup de Macron. Un autre bon, disons que il y a eu une opportunité pour lui parce que Trudeau n'était plus vraiment en odeur de sainteté. Aussi bien à l'externe qu'à l'interne. Usé, oui. C'est ça. Il fallait nécessairement que quelqu'un d'autre de son parti puisse prendre le relais. Oui. Et c'est comme ça que Carney a pris le relais. Au Canada. Si on peut comme en Angleterre. Starmer est parti et maintenant l'autre qui est là. Mais le Parti libéral au Canada, c'est le cache-sexe de la plutocratie internationale. Ah bon? Je ne sais pas si j'aurai le même vocabulaire fleuri, mais disons que les différents partis ont leur priorité et en fonction de leurs priorités, bon, ils sont en train de militer pour obtenir des positions particulières, essayer de convaincre le plus de gens possible qu'ils présentent les solutions les plus appropriées pour... Ouais, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Ben oui. Mais au Québec, le Parti libéral, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Et j'ai un ami qui est mort depuis, mais qui est un Français, qui a organisé avec De Gaulle, Charles de Gaulle, la fameuse opération Vive le Québec libre. Mm-hmm. Et il disait que pour les 2 référendums qui ont eu lieu au Québec, qu'ils ont perdu parce que tous les lobbies xénophiles sont entrés dans la danse pour le statu quo fédéraliste canadien, il me disait on aurait dû se mettre d'accord avec la mafia de Montréal, la mafia, voilà, la politique au Canada. Bon, c'est peut-être un peu exagéré. C'est pas exagéré. Si, je pense que c'est exagéré. C'est vrai que il y a un secteur qui a une influence, mais sur le plan fédéral, je ne pense pas. À ce stade-là. Moi, je parlais sur le plan québécois. Ok, donc la province du Québec.
Non, ce n'est pas une province, c'est une nation. Pour le moment, c'est une province. Oui, mais pour les Québécois qui sont mes amis du Parti québécois, c'est une nation en devenir. Oui, mais Yves, Oui. quoi qu'on dise, les Canadiens résistent bien face à Trump. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent, les Canadiens? Oui, quoi qu'on dise de Canadiens, oui. Mais ils résistent bien face à Trump. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui résistent bien face à Trump. L'Iran résiste bien face à Trump. L'Iran résiste, ça c'est sûr. Donc, non, Trump a réussi à dénaturer l'image de la grande Amérique toute puissante, dominante, etc. On a fini par voir que c'était pas vraiment le cas. Il y avait plus du narratif que des faits. Il s'est mis à dos beaucoup de monde. Donc c'est un tigre en papier. Un tigre de papier, c'est ça, oui. Oui, mais il y a une chose qui est incroyable quand même, c'est que il a coulé des États-Unis. Tout le monde. Mais il n'y a plus d'amis des États-Unis. Est-ce qu'il y a déjà eu des amis des États-Unis? Il n'y a plus d'amis des États-Unis, c'est incroyable. Il n'y a que des gens qui supportent les États-Unis parce que ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il n'y a plus d'alliés réels, tu vois. Ils sont foutus, c'est terminé. Il y a quelqu'un. Même les pétromonarchies arabes. Bravo Philippe. Se détache de lui. Et il a déclaré récemment que les détroits d'Ormuz devraient changer de nom et devraient s'appeler le détroit des États-Unis. Oui, oui. Ah oui. Non, mais, territoire américain. Alors, certains disent que c'est une tactique, mais finalement, c'est peut-être même pas une tactique de dire n'importe quoi. Il est faux. Il est fou, oui. Je suis d'accord avec Titran. Oui. Il est fou. Il est fou. Il est fou. Moi, écoutez, moi, je suis peut-être un peu excessif, mais moi, je me réjouis. Enfin, les Américains down. Oui, de toute façon, il est détraqué, hein, quelque part. Et puis l'Amérique est affaiblie. Ah oui, l'Amérique est évidemment affaiblie. Oui. Et je me réjouis, justement. Ils ont dépensé une grande partie de leur arsenal. Hein. Et écoutez, messieurs, en plus, je suis allé voir le film Bataille de Gaulle. Là, demain, je retourne voir la deuxième partie, là. Oui. Excellent. Très bon film. Oui. Mais alors, vous, les Français, vous pouvez être fiers. Tu vas voir si la deuxième partie est bien meilleure que la première. Il paraît. Je vais voir demain. Est-ce qu'il parle de l'Amgot dedans? Oui, la deuxième partie. Oui, deuxième partie, oui. Avec la pression des billets et tout, la découpe. Voilà, la France devait être une dépendance des États-Unis. Enfin, elle l'est. Avec l'argent imprimé, aux États-Unis. Oui. Aurait dû servir. Oui. Les billets. Oui. Et puis, ils sont venus avec des gens qui étaient prêts d'être préfets en France. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle De Gaulle, que je n'aime pas beaucoup, a toujours refusé d'assister aux cérémonies du débarquement en Normandie. Tout à fait. Oui. Ça, c'est vraiment ça, il faut vraiment y aller. Je ne sais pas, Michel, si toi, au Canada, non, tu verras pas. Je ne l'ai pas encore vu. Je sais que quand j'étais en France, j'ai vu la publicité, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir le film. Mais je le verrai, il viendra probablement dans les prochains mois. Oui, peut-être, oui. Il viendra dans une salle obscure. Au Canada, ils n'aiment pas beaucoup De Gaulle. Ah bon? Ça dépend de quel coin du Canada. Oui. C'est pas les Québécois. Pas les Québécois, exactement. Mais ils n'aiment pas son action Vive le Québec libre. Non, mais De Gaulle ne plaisait pas à tout le monde. Hein.
Tu sais, je pense que les Français n'apprécieraient pas si un président étranger venait en France et disait vive la Bretagne libre ou bien vive la Corse libre ou quelque Absolument. chose dans le genre. C'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet au regard de l'histoire. Il y a d'ailleurs, tu penses pas si bien dire parce que, ou si mal dire, parce que quand il est revenu à Paris, De Gaulle, il a été très mal traité par la presse sous influence anglo-saxonne. Ils ont dit, il est devenu fou, il est gâteux, etc. Ils ont dit ça. Mais, Hein. mais tu sais, on parle de Gaulle, mais on pourrait parler de n'importe quelle situation. On peut parler des États-Unis qui dictent la politique du Venezuela ou ailleurs. Mais c'est pas la même chose. C'est une ingérence sur un territoire qui n'est pas le vôtre. Sur un territoire. De Gaulle a continué la guerre avec les Anglais, d'une certaine façon. Certes. Mais il n'est pas venu comme combattant, il est venu comme représentant de la nation française. Oui, et il n'est pas allé directement à Ottawa. Il est allé directement au Québec. Tout à fait. Et ça n'a pas plu à l'anglosphère. Mais attends, Yves, est-ce que De Gaulle ne s'est pas laissé porter? Non, non, c'est une opération que je connais bien parce que j'ai connu Philippe Rossillon qui a organisé son voyage et c'était prémédité. Et d'ailleurs, De Gaulle n'avait pas prévenu l'ambassadeur de France à Ottawa. Ah bon? Mais pourquoi faire, Yves? Pourquoi faire? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense qu'il a voulu, d'une certaine façon, se faire pardonner l'abandon de l'Algérie par lui, par la France. Une sorte Mais de le Québec, Algérie, c'est loin. compensation historique. Maintenant, le mouvement des Canadiens français existait. De Gaulle n'a pas prononcé son Vive le Québec libre comme ça, en l'air. Oui, il y avait des gens qui voulaient l'indépendance de Québec. Oui, qui voulaient, il y en a toujours qui le veulent. Je connais bien ce sujet. Hein. C'est vrai que le sujet est toujours là. Il y a toujours des personnes qui veulent une indépendance, comme là pour le moment, on parle plus du côté de Alberta qui voudrait avoir une indépendance. Mais encore une fois, sur le plan purement géopolitique, je trouve que De Gaulle n'avait pas à faire ce genre de discours. Vous ne pouvez pas vous ingérer dans la gestion de la politique d'un pays qui n'est pas le vôtre. Je suis d'accord avec Michel. Mais De Gaulle ne considérait pas le Canada comme un pays qui n'était pas le sien. Hein. Je saisis pas très bien ce que tu veux dire par là. Eh bien, pour De Gaulle, il devait y avoir une continuité française au Québec, qui restait de l'ancienne Nouvelle-France, du Canada français. Voilà. Oui, mais le moment où il est arrivé, l'environnement n'était pas celui qu'il y avait au départ. Je pense, encore une fois, je trouve que... Et je sais que je vais me faire descendre par les Québécois qui vont suivre ce débat ici. Qu'est-ce que tu appelles le départ? Au départ, oui. Quand le Québec était encore partie de la France. Oui, c'était la Nouvelle-France. Oui, c'est ça, la Nouvelle-France, quand le Québec faisait partie de la Nouvelle-France. Mais entre ce moment-là et au moment où De Gaulle est arrivé, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, l'histoire a changé. Oui. L'histoire change tout le temps. C'est ça. Moi, j'ai assisté au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province canadienne bilingue, en dehors du Québec, à Caraquet. Le Québec est unilingue, il n'est pas bilingue. Il est unilingue français, mais enfin, il est objectivement bilingue. Mais le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. Oui. Et j'ai assisté à la cérémonie, à l'accueil par les Acadiens de l'aviso français, lieutenant de vaisseau Lavallée, à Caraquet. Et là, c'était l'enthousiasme. Et évidemment, ça ne se reflétait pas dans les journaux canadiens. Mais moi, j'étais sur place et j'ai vu ce qui se passait. Donc, oui, il y a toujours
une propagande canadienne anglaise, canadienne, anglophone. Oui, c'est clair que ça existe. Oui, ça existe. Mais il y a aussi une contre-propagande canadienne-française et Tout à fait d'accord. québécoise. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ça. Mais encore une fois, je reviens sur mon point. C'est un jugement de valeur. De dire que De Gaulle n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait, c'est un point de vue. Et en tout cas, c'est le mien. Oui, oui, mais j'ai bien compris, oui. Yves, je crois que De Gaulle ne devrait pas dire ça. Moi, je suis d'accord avec Michel. De Gaulle, en disant ça, même si je suis d'accord avec lui, je me suis dit que c'est un chef d'État, il ne devrait pas dire ça. Mais ça veut dire que De Gaulle ne considérait pas l'anglosphère. Oui, mais Yves, il a parlé avec son cœur. Il n'a pas parlé comme un chef d'État. Il a parlé avec son cœur. Parce qu'il aimerait bien que justement les Français se réunissent autour de lui, même si c'est au Québec. Alors donc, il a parlé avec du cœur. Il a parlé avec les deux. Hein. Il n'a pas parlé comme un homme politique, en tout cas. Non. Mais De Gaulle n'était pas un politicien. Certes, mais là, il était venu comme un politicien. Oui, comme un président. Non. Il représentait la France et c'était pas la France. Il est venu comme le représentant de la France historique, c'est différent. Non, est-ce qu'il était reçu comme président de la France historique ou bien président de la République française? Eh bien là, c'était les deux, c'était la même chose. Non, c'était pas la même chose. Mais si. C'est comme, la même chose. Bon, on peut dire ça, ce que tu dis, on peut dire ça de la Macronie et de Macron. Mais c'est pas la même dimension. De Gaulle avait une dimension historique. J'ai dit que je l'aimais pas trop parce que j'estime qu'il s'est mal comporté à certains moments, notamment en Algérie. Mais dans l'affaire du Québec, j'estime qu'il s'est bien comporté. Il a choqué ceux qui voulaient être choqués. Hein. Il a choqué le parti anglais en France. Il a choqué l'anglosphère et les Américains, bien sûr. Oui. Eh bien, nous allons partir au Congo. Ah non, d'abord, on va écouter. Non, avant le Congo, j'aimerais vous montrer ça et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On mesure aujourd'hui quasiment dans un feuilleton quotidien qui touche bien sûr d'abord des données confidentielles qui sont finalement dans les données fiscales sous le sceau du secret fiscal, ce qui est éminemment grave. C'est la raison pour laquelle la souveraineté numérique qui avait été promise en contrepartie du fait que les Français confient des données confidentielles à l'État, c'est la raison pour laquelle il est impérieux d'agir et de réagir vite. Et permettez-moi de dire, j'entendais à l'instant vos commentaires sur les positions du chef du gouvernement, on est quand même un peu, je le dis peut-être un peu de manière triviale, mais on est à la ramasse, parce que c'est une forme de défaillance et même de faillite dans le devoir de l'État qui, aujourd'hui, devrait être beaucoup plus un outil beaucoup plus sécurisant pour les Français. Ouais, ça, je trouve ça complètement incroyable. Quel manque d'incompétence. Oui, c'est fou. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Oui. Là, j'ai appris cet après-midi, 50 000 personnes en France travaillent pour la cybersécurité. Mais alors, on a embauché qui? Ah oui, c'est de l'incompétence pure. Ouais. Les copains, on a embauché les copains. Oui, parce que là, il y a un ministre qui dit, il va falloir renforcer, embaucher plus de personnes, machin, des compétents. Il y a 50 000 personnes là déjà. Alors, moi, j'ai encore reçu Attends, Philippe, et le problème qu'il y a, c'est que, bon, je sais que ça a été rétoqué, mais vous avez l'intention de mettre en place des structures où il faudrait s'identifier en donnant vos informations, etc. Ça va partir chez les pirates qui vont les vendre à d'autres personnes. Donc, et bien sûr. Ça va être un marché noir. Oui. Non, Philippe, c'est Poutine qui a fait ça. Vous n'avez pas trouvé le coupable.
il faut se retourner contre l'État. Ah. Oui, il y a des gens qui vont porter plainte contre l'État par rapport à ça. Et je pense que ce serait une bonne chose parce que je trouve anormal que les politiciens fassent n'importe quoi et qu'ils ne soient pas tenus responsables devant se justifier de leur mégestion. Où on arrive à 300 000 milliards, 300 000 millions ou milliards? Milliards. Milliards, 300 000 milliards de... 3 000 milliards, ouais, on ne sait plus dans les zéros. C'est ça. Je connaissais le capitaine Haddock qui avait l'habitude de toujours parler en termes de 1000 milliards, mais apparemment, on a réussi à nous amener à 300 000 milliards. Et ces personnes-là, qui ont amené le chaos, qui continuent à plonger la France en particulier, ce sont des personnes qui s'en sortent sans qu'il n'ait de contre-coup. Oui. Absolument. Et ils nous obligent à nous inscrire sur des sites qui sont piratés et toutes les informations partent à droite, à gauche. Et les factures électroniques? À droite, à gauche. Bon, c'est normal, oui. Obligation des factures électroniques. Ah oui, en plus, oui, oui. Obligation de facture électronique, alors là c'est du délire complet. Et bientôt, les monnaies électroniques. Oui. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on pense au Canada d'un truc pareil? Parce que ça n'existe pas au Canada, ce genre de choses. Quoi donc? D'un piratage des sites des impôts, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui soit à l'abri du piratage. Hein. Il n'y a vraiment aucun pays qui soit à l'abri du piratage. Mais disons que, et je m'excuse, c'est vraiment sans l'intention de minimiser ou de critiquer des gens, mais on a l'impression que les protections françaises, c'est vraiment de l'amateurisme. Oui, non, mais c'est vrai. C'est ça. Oui, on a placé des incompétents à ces postes-là, de surveillance. Bah, ils préfèrent en fait, les Français préfèrent surveiller l'Internet avec les méchants pro-russes. Ah, c'est vrai. Oui, et Philippe, ils ont inventé ingérence intérieure. Ah. Attention, messieurs, s'il vous plaît, c'est un fourre-tout et ça peut arriver à tout le monde parce que nous sommes à l'intérieur du pays. Mais, par exemple, vous faites de l'ingérence intérieure. Voilà. Mais oui. Comment ça s'appelle le truc Viginox, Vigi... Oui, Vigipi, je sais pas quoi, oui, oui. Oui. C'est donc des gens qui circulent sur le net et qui fichent. Oui, ils ont lu 1984 de Orwell. George Orwell, tout à fait. C'est ça. Les fact-checkers. Ouais, c'est complètement fou. Hein. On vit dans une période folle. Et alors moi, franchement, si je vois qu'il y a un avocat qui prend ça en charge contre l'État, mais moi j'y vais, moi. Ah bah oui, il faudra y aller. Vous devriez, parce que tant que le gouvernement aura l'impression qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qu'il n'y aura pas de contre-coup, ils se permettront toujours n'importe quoi. Parce que on est tous sur le site des impôts, tout le monde. Donc, voilà. Oui. Michel, nous allons parler du Congo. Ok. J'ai un petit sujet. La vitesse de propagation d'Ebola en République démocratique du Congo inquiète les autorités sanitaires. L'épidémie est passée d'1 à 6 provinces en 3 mois. Parmi les principaux points de vigilance, le fleuve Congo. Il pourrait devenir une nouvelle voie de propagation du virus. Pour y faire face, les autorités congolaises ont présenté le dispositif Fleuve Congo sans Ebola. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula.
Selon les autorités, aucun cas d'Ebola n'a encore été confirmé à Kinshasa, mais les alertes se multiplient. Des alertes qui concernent des personnes ayant voyagé par bateau en provenance de Kisangani, où plusieurs cas d'Ebola ont été confirmés. Alors le fleuve Congo et les centaines d'embarcations qui naviguent chaque jour pourraient devenir une voie de propagation du virus à haut risque pour la capitale Kinshasa. Les autorités ont donc renforcé la surveillance. Si on a quelque chose au niveau en partance de Kisangani, ça va suivre le long du fleuve jusqu'au niveau de Kinshasa. C'est pourquoi on a dit on commence l'initiative à partir de là. Tout bateau qui embarque, on contrôle, on surveille. Les gens qui embarquent, on doit prendre la température. On a le lavage de mains. On doit même contrôler tout ce qui entre dans le bateau comme marchandises. Les autorités entendent renforcer cette surveillance avec le déploiement de laboratoires mobiles sur le fleuve pour pouvoir tester rapidement les cas suspects et, si nécessaire, isoler les cas confirmés avant qu'ils n'arrivent à Kinshasa. Reste à trouver les financements de ce projet et relever aussi un défi, celui de la logistique, car sur les quelques 1700 km du fleuve, il existe des centaines de points d'embarquement informels, difficiles à contrôler, mais aussi à tracer. Moi, je ne savais pas que depuis Kisangani, on pouvait arriver à King. Parce que Si, par le fleuve. le fleuve Congo, Par le fleuve, oui. c'était très dangereux, non? Non, ben, disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur commerce, qui font du commerce, et donc ils vont acheter certains produits à l'intérieur du pays et ils redescendent vers Kinshasa. Comme les voies routières ne sont pas nécessairement les plus disponibles, donc la seule voie, c'est la voie fluviale. Le problème, et je suis d'accord avec la journaliste quand elle dit que il y a plusieurs points d'accès. Il y a des personnes qui viennent des villages le long du fleuve qui peuvent venir dans le bateau. Il y a ceux qui sont du bateau qui peuvent venir dans les villages, etc. Surtout que Ebola a une période d'incubation donc tu peux l'avoir sans nécessairement que ça ait déjà démarré. Et il y a des personnes qui peuvent justement paraître saines et malheureusement développer le problème. C'est que il y a plusieurs problèmes qui se posent avec le problème de Ebola. C'est que premièrement, la souche en question n'a aucun traitement, aucune mesure qui puisse parer à sa propagation. Donc, il y a bien sûr la prévention qui est faite, mais cette prévention-là n'est pas nécessairement celle qui est en train d'opérer. Et les gens, de plus en plus, sont obligés de se déplacer parce que il y a ceux qui fuient les zones de la guerre, parce que c'est vraiment dans cette zone-là, à l'est du Congo, où Ebola a démarré et localisé. Il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui essaient de survivre, et donc ils essayent de s'éloigner, et cet éloignement-là finit par étendre le champ de Ebola, qui finit maintenant par atteindre d'autres provinces. Et il y a eu un cas à Kinshasa, je ne sais pas jusqu'à quel point l'information est vérifiée. Il y a une personne justement qui était dans un bateau où il y a Ebola qui était signalé, et quelqu'un a laissé passer une personne qui devait nécessairement se retrouver dans sa famille. Et bien sûr, on parlait de la corruption. Ben, il y a eu corruption et la personne est passée. Et d'après ce que j'ai entendu, mais je ne sais pas jusqu'à quel point l'information est fondée, la personne est arrivée dans sa parcelle. Et c'est de là que la personne a développé Ebola. Et maintenant, tout le coin a été placé en quarantaine. Et alors, le M23 est toujours aux mêmes endroits? Oh, de ce côté-là, il n'y a rien qui a changé, hein. De ce côté-là, c'est rien de neuf à l'est du Congo. Le M23, avec l'appui des Rwandais sur la partie visible et l'appui de multinationales
et autres gouvernements en arrière-plan gardent leur position. Il y a toujours des combats qui sont en train de se dérouler. Donc, la pacification que M. Trump aurait apportée, ça, c'est du pipeau. C'est une légende urbaine. Donc, dans les faits, il n'y a rien de semblable. Et alors, qu'est-ce que, au niveau politique, rien n'est fait? Il n'y a pas d'échange? Non. Au niveau politique, bon, il y a bien sûr à chaque fois de énièmes tentatives de trouver des solutions. On est en train de parler, d'avoir une consultation de tous les Congolais, de tous les partis, aussi bien ceux qui sont dans le pouvoir, dans l'opposition, et même ceux de la diaspora, et même ceux qui sont du côté du M23. Mais c'est un processus qui a du mal à se mettre en place. Il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Il y a vraiment du boulot de ce côté-là et pour le moment, il n'y a encore rien de concret. Ok. Bon, bah écoute, Michel, je te remercie beaucoup. Je vous remercie tous. Merci Philippe, merci Yves. Merci. 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 Et à la semaine prochaine. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France.